Bonjour et bienvenue dans le podcast NBA Corner où nous allons faire un bilan à nouveau des séries en cours avec un accent particulier sur les matchs qui se sont joués la nuit dernière. Pour m'accompagner, c'est Charles que j'accueille immédiatement. Bonjour Charlie. Salut Josh, salut à tous. Alors Charlie, j'aimerais commencer ce podcast en rappelant que quand une série est à égalité à 1 partout, le vainqueur du Game 3 en play-off s'impose dans 74% des cas. C'est ce qu'on a vu sur tous les écrans de télévision des retransmissions de matchs pendant la nuit. Notamment le match entre les Knicks et les Hawks et les Nuggets face aux Wolves, dont on va parler évidemment. J'aimerais commencer le podcast sur le premier match de la soirée, c'était les Raptors face à Cleveland. Grosso modo, on peut dire que c'est ça qu'attendaient les Raptors depuis longtemps, les fans des Raptors. Concernant Scottie Barnes, c'était un peu la vision, j'ai l'impression. Voilà, là, il nous a sorti 33 points. Il a été parfait dans le jeu au poste haut. Il est vraiment bon dans son rôle de hub offensif. Et bonne utilisation également de sa masse athlétique pour les rebonds. Il est extraordinairement efficace en défense, notamment sur James Harden. Il a été exemplaire. Quelque part, j'ai envie de dire n'importe quel joueur face à lui, c'est pas trop un problème le concernant. Il est vraiment capable de défendre du poste 1 au poste 5, Scottie Barnes. En tout cas, c'est mon sentiment. Magnifique polyvalence, je suis d'accord. Ouais. RJ Barrett l'a accompagné avec 33 points également. Et le gros, et ce qui a mis le public du Scotiabank Center en folie, c'est le rookie Colin Murray-Boyles et Jamison Battle, qui est un joueur non drafté la saison passée, qui a bientôt 25 ans. Et ils se sont clairement joints à la fête dans ce quatrième quart-temps où ça a été l'explosion absolue pour les Raptors. Même Brandon Ingram a été raisonnable. Il s'est mis en retrait, ce qui est une bonne chose. Il n'a pas pris des tirs ultra contestés à longueur du match. Très bien. Il a eu un rôle c'était un role player, Brandon Ingram. Et ça lui allait très bien. En face, James Harden, décidément pas à son aise dans les matchs sous tension en play-off, et Donovan Mitchell n'ont pas vraiment réussi à se mettre en rythme. Et aucun de leurs coéquipiers, notamment Evan Mobley, qui signe un piteux 0 sur 4 à 3 points, n'a été en mesure de compenser. Voilà, écoute, Toronto rentre dans ses playoffs. Excellent match à domicile. Grosse défense, grosse ambiance. Et puis Scottie Barnes qui concrétise vraiment, je trouve, le pourquoi du comment Toronto lui a filé un si gros contrat, une si grosse prolongation. Et voilà, quoi. C'est ça qu'on veut voir de sa part. Ouais, je suis d'accord, il nous a vraiment sorti un match de patron. C'est évidemment ce qu'on attend de sa part depuis qu'il est arrivé en NBA et depuis qu'on a bien compris que Toronto misait énormément sur lui pour construire. RJ Barrett aussi a fait un super match. Battle, effectivement, en sortie de banc, en vrai facteur X dans ce quatrième carton, alors qu'il avait quasiment pas joué depuis le début de la série. Je crois qu'au match 1, il a pas une minute. Non, c'est au match 2, je crois, je sais plus. En gros, il a dû jouer à peu près 3 minutes avant ça. Écoute, oui, on se demandait si les Raptors seraient capables d'en prendre un sans Quickley. Oui, ils l'ont fait. Après s'être bien accrochés pendant 3 quarts-temps, ils nous ont sorti franchement un quatrième quart-temps de rêve. Je crois qu'ils sont à 8 sur 9 à 3 points, dont 3 sur 3 pour RJ Barrett, 4 sur 4 pour Battle. Enfin, ils mettent 20 points d'écart au CAF sur la période, même si évidemment la fin de match est un peu tronquée, mais c'est un sacré coup de chaud et ça fait plaisir à voir. Murray Boyles, franchement, c'est incroyable. C'est quelque chose, ce mec. C'est waouh, il a peur de rien, il maîtrise ce qui se passe sur le parquet. Franchement, ce qu'il fait en playoff à 20 ans, c'est vraiment pas anodin. Ce mec-là a l'air d'être vraiment spécial dans le bon sens du terme. Donc voilà, écoute, belle victoire des Raptors. Effectivement, Harden et Donovan Mitchell ont eu du mal. Maintenant, je suis pas inquiet pour les Cavs. Oui, les leaders de cette équipe ont été en dedans. Il y a eu une adresse qui a été très défaillante. Maintenant, est-ce qu'on peut s'attendre à les voir à nouveau en galère à ce point dans les prochains matchs? J'en suis pas sûr. En tout cas, voilà, ça fait plaisir pour Toronto. On avait un peu peur que l'absence de leur meneur soit trop problématique pour eux sur le plan offensif. Bon, sur ce match-là, ils ont su trouver des solutions. Et ils remportent ce match-là à domicile. Bravo. Maintenant, on va pas non plus s'enflammer, quoi. Non, ils saisissent une bonne opportunité. Le match était disputé pendant une bonne partie
enfin une large partie de la rencontre, et c'est vraiment sur la fin que c'est parti en basket champagne absolu côté Raptors, ce qui donne cet écart de 22 points. Mais c'est pas trop l'histoire au final du match. Le match a été plutôt disputé pendant un bon moment. Et puis voilà, ils profitent de cette rencontre un peu collectivement pas extraordinaire de la part des patrons des Cavaliers. Evan Mobley passe complètement à côté. James Harden aussi. Mitchell, 1 sur 7 à 3 points, 7 sur 16 au tir. Il n'a pas été particulièrement inspiré. Bon, à partir du moment où il n'y a aucun de ces joueurs-là qui arrive à exister vraiment dans la rencontre, ça devient compliqué de prendre l'ascendant sur une équipe des Raptors qui, pour le coup, on ne peut pas leur reprocher de ne pas s'être battu et ainsi de suite. Jakob Poeltl a joué 18 minutes. Je l'ai trouvé pas mauvais pendant son temps sur le terrain, mais ça a été surtout très bien utilisé. Enfin, le temps de jeu a été bien réparti, j'ai trouvé, par le coaching staff des Raptors. Il y a vraiment une bonne exploitation des joueurs du banc, de bonne distribution des minutes. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec Brandon Ingram. Je ne sais pas s'il s'est dit des choses particulières entre les 2 premiers matchs et ce match-là. Mais le fait que Brandon Ingram soit tenu à moins de 30 minutes et il prend que 9 tirs, alors qu'il s'était plaint justement de ne pas en prendre assez les matchs précédents, je trouve que c'est une bonne redistribution des rôles. Et je ne peux pas m'empêcher de voir Toronto jouer de cette manière-là et de me dire que leur effectif est vraiment mal construit. Je suis désolé d'être un peu critique, mais quand tu vois l'argent filé à Brandon Ingram, quand tu vois le contrat de Jakob Poeltl, on en a parlé ça déjà l'autre fois, mais l'argent est mal utilisé. Il y a des joueurs qui coûtent beaucoup trop cher dans cette équipe. Je crois que le 5 majeur des Raptors, si tout le monde était là, si Quickley était là, ça serait un des 5 majeurs les plus chers de toute la ligue. Voilà. Il faut vraiment aujourd'hui que les Raptors utilisent ce qu'on est en train de voir là pour vraiment déterminer sur qui tu peux compter, à qui tu dois filer tes thunes et qui doit partir à un moment ou à un autre. Après, il va falloir trouver des preneurs. Hein. Trouver un preneur pour Jakob Poeltl aujourd'hui, ça va être très compliqué. Ouais, vu la durée de son contrat, oui, voilà. C'est clair. Non, mais je suis d'accord avec toi, effectivement. Après, on peut pas non plus oublier que cette équipe de Toronto, elle n'était pas programmée pour se retrouver là. Enfin, pas du tout, ouais. C'est aussi pour ça que là, on constate que l'effectif est déséquilibré, qu'il n'est pas forcément très bien construit. Je pense que l'idée, c'était pas de viser un bon run de playoff dès cette saison. On verra bien comment ils se dépatouillent avec les contrats qu'ils ont dans les saisons à venir. Mais tu vas prendre Brandon Ingram, par exemple, il lui reste 1 an garanti. Après, c'est une player option. Tu pourras toujours envisager de le trader à ce moment-là. Bon. Il y a des possibilités, et puis en fait, ce premier parcours en playoff avec cet effectif, hein, avec ce noyau-là, c'est aussi intéressant parce que ça va te permettre de savoir sur qui tu mises, comment tu dois construire ton effectif pour la suite. Et voilà, écoute, ce match, en fait, les Cavs ont réussi à rester au contact pendant 3/4 temps malgré leurs problèmes d'adresse, parce que c'est quand même une équipe qui a des qualités. Ils ont fait du très bon boulot au rebond, notamment offensif. C'est ce qui leur a permis, malgré les pertes de balles et malgré le manque d'adresse, de rester au contact. Maintenant, c'est quand même pas tenable sur tout au long de la rencontre. C'est pas tenable sur tout au long d'une série de playoffs. Et je me fais pas trop de soucis sur le fait que des mecs comme Harden ou Donovan Mitchell vont commencer à retrouver un peu la mire à un moment. Oui, pour moi, c'est pour l'instant, il n'y a aucune raison de s'inquiéter côté Cleveland. Il y a vraiment eu une maladresse. Alors qu'en face, ça shootait quand même pas mal, hein, côté Toronto. C'est aussi ça, tu vois, il y a un peu un écart. Je sais pas combien ils sont sur le match, les Raptors, mais à 3 points notamment, ils sont c'est ça, ils shootent à 60%. Ouais. Ça va. Et ce qui est difficile, c'est difficile de voir ça perdurer au-delà de. Ouais, c'est ça. C'est difficile de voir la maladresse des Cavs se prolonger trop et l'adresse des Raptors se prolonger. Donc effectivement, complètement. On peut pas tirer d'enseignement sur la série à partir de ce match-là. Donc ouais, Toronto, c'est bien. Je trouve ça bien pour les fans. Je trouve ça bien pour Scottie Barnes. C'est marrant parce que je crois que Scottie Barnes et Evan Mobley sont arrivés dans la ligue en même temps. Une espèce de
il n'y a pas de rivalité entre eux, mais ce sont deux profils marquants de leur classe de draft. Et Evan Mobley, encore une fois, enfin, j'ai pas envie de crier à la déception à chaque fois que je parle de Cleveland et d'Evan Mobley, mais voilà, je trouve que là, Scottie Barnes, j'ai l'impression de mieux le sentir lancé dans sa carrière que ne l'est Evan Mobley aujourd'hui. Et je ne sais pas si ce sentiment est juste concernant Evan Mobley. Bon, il fait quand même, tu vois, sur les 2 premiers matchs, il est très bon, Evan Mobley. De mémoire, notamment sur le match 2, il fait quand même un sacré boulot. J'entends bien, mais sa saison régulière, Ah oui, ça. par rapport à ce que je m'attendais à voir le concernant dans son évolution, le statut du joueur qu'il allait devenir, et qui, je te l'ai toujours dit, moi concernant les Cavaliers, c'était indispensable de leur côté que Evan Mobley devienne un joueur d'une toute autre dimension que ce qu'il l'est aujourd'hui. Et je trouve que ça laisse vraiment à désirer sa production. Je suis pas du tout convaincu par sa capacité à devenir un vrai pilier pour l'instant de Cleveland, quoi. Tu veux dire que tu n'es pas d'accord avec Kedrin Perkins quand il dit qu'Evan Mobley a le potentiel de Wembanyama? Oui, voilà, ouais. Non, après, je dis pas. Je pense qu'Evan Mobley peut devenir un solide numéro 3, un excellent numéro 3 même. Idéalement, il continue sa progression et il devient un parfait numéro 2. Il a 24 ans. Donc tout va bien. Il n'y a pas de raison de s'enflammer dans la déception le concernant. Mais je sais pas, offensivement, j'attends toujours de le voir prendre une autre dimension. Alors on voit de temps en temps des bribes de ce qu'il est capable de faire, mais c'est aussi dans l'attitude où j'aimerais le voir beaucoup plus tranchant et beaucoup plus prêt à prendre le ballon et à s'imposer, quoi. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et après, j'ai bien conscience, ça c'est pas forcément sa façon d'être, sa psychologie, tout ça. Je le conçois tout à fait, mais j'ai l'impression que cette équipe de Cleveland ira aussi loin qu'Evan Mobley sera en mesure de les porter, quoi. Ouais, je comprends ce que tu veux dire, effectivement. Je pense que pour passer un cap, pour que cette équipe passe un cap, il faudra qu'Evan Mobley passe un cap. Exactement, ouais. Et là, avec James Harden, qui en est là où il en est dans sa carrière, ça me semble pas évident, quoi. Que ce soit sur ce trio-là que ça se passe pour Cleveland. Je sais pas, j'arrive pas à être confiant dans cette équipe. Mais pour ce premier tour, effectivement, je pense que ça passera. Ça passera. On verra bien. Hein. 2-2, on sait pas comment James Harden va réagir. On sait pas ce qui peut se passer dans la tête de tous ces gens-là, donc on verra bien. On va parler des Knicks et des Hawks. Ne cherchez plus. Atlanta est officiellement l'équipe qui a peut-être le mieux géré la date limite des transferts en février dernier, en transformant Trae Young en CJ McCollum et en faisant venir Jonathan Kuminga, dont les Warriors ne voulaient plus. Ils ont aussi signé Nickel Alexander-Walker à l'intersaison, récupéré un pick non protégé des Pelicans avec une forte probabilité de terminer dans le top 4 de la prochaine draft, dont le niveau est annoncé très élevé. Onsi Saleh, le GM des Hawks, nommé en mai 2024, vient de s'assurer quelques années de tranquillité à la tête des opérations de cette franchise, alors que les Knicks se cherchent et insistent lourdement avec Jalen Brunson, que les Hawks défendent à la perfection la majeure partie du temps. En même temps, ça commence à devenir sacrément prévisible ce qui va se passer à chaque fois avec les Knicks. Atlanta, pendant ce temps-là, joue son basket, impose son rythme et son intensité. On sait que quand ils ont besoin d'un panier, CJ McCollum est là pour les servir. Et ils ne sont pas à ce point, pour le coup, dépendants de lui. Là, Jalen Johnson s'est bien montré également dans cette rencontre, je trouve. J'aimerais aussi insister sur l'activité colossale de Dyson Daniels au rebond offensif, qui permet aux Hawks de disposer de possessions supplémentaires dans un secteur de jeu que les Knicks devraient dominer. C'est ce qu'on avait dit d'ailleurs dans la preview. Je voyais même pas comment les Knicks allaient subir physiquement face à Atlanta. Je pensais que c'était totalement l'inverse. Et c'est pas vraiment ce à quoi on assiste pour l'instant dans les 3 premiers matchs. Cette série est vraiment une de mes préférées depuis l'entame de ces playoffs. Et voilà. Et puis Jonathan Kuminga, il s'est totalement imposé comme un indispensable en sortie de banc.
il a l'énergie, il a la taille, il a cette capacité à attaquer le cercle. Et pour l'instant, Atlanta joue vainement sa chance et s'en sort. Ça passe à pas loin à chaque fois, mais ça passe. Ouais, Et ça ça fait passe à 2-1. rien, ouais. Bah ouais, mais ça fait 2-1. Ouais, c'est clair, non mais c'est ça, hein, c'est fou, c'est 2 défaites d'un point, ça fait mal au crâne, mais en même temps, quand on regarde les matchs, on peut pas non plus dire que c'est pas mérité, ou que c'est des hold-up, ou que c'est scandaleux, et franchement, moi, ce match 3, je le trouve inquiétant de la part des Knicks, parce que bah il y a quand même beaucoup de problèmes dans cette équipe. Défensivement, ça va pas. Genre le premier carton notamment. Qu'est-ce que c'est que ce premier carton en fait? On a l'impression que on a l'impression qu'il y a qu'une seule des deux équipes qui a conscience de l'enjeu et qui joue en mode playoff. Et pourtant, comme tu l'as rappelé, on sait très bien que dans les séries à 1 partout, le match 3, il est absolument capital. C'est un peu un match pivot. Et même offensivement, les Knicks, c'est très limité. Alors oui, Atlanta défend bien. Leur défense extérieure, notamment, est remarquable. Mais raison de plus, peut-être, pour les Knicks d'aller chercher des variations, de plus servir Karl Anthony Towns, par exemple. Mais pourquoi il y a si peu de jeux en pick and roll avec Karl Anthony Towns? Mais même au-delà de Je ça, ne je veux dire... comprends pas. Karl Anthony Towns, t'as l'impression que c'est le 4e homme sur le terrain, Mais oui. alors que ce devrait être le point focal de leur attaque, étant donné que en face, il y a quasiment personne pour défendre sur ce type. Mais attends, tu te rends compte qu'il y a plein de possessions où c'est Kuminga qui défend sur lui. Mais je Et sais. t'as Brunson qui a la gonfle, tu sais, qui balaye un peu le parquet là des yeux. Ouais. Il n'y a pas un moment où il se dit, oh bah viens, il lui rend au moins 10 centimètres, les gars, il y a un vrai mismatch en termes de taille. Pas du tout, c'est non, non, t'inquiète pas, je m'occupe de mes ISO, toi, continue à faire mumus dans ton coin. Et Je surtout qu'ils comprends pas. bouffent l'horloge en permanence. Karl Anthony Towns se retrouve avec la plupart des points qu'il marque, j'ai l'impression, tout du moins c'est l'impression visuelle que ça donne, c'est souvent sur des putbacks, sur des rebonds offensifs qu'il va choper. Je trouve qu'il n'y a pas vraiment de système de jeu qui essaye de le mettre en valeur. Je sais pas, t'as pas cette impression-là qu'il est totalement marginalisé? Ah mais si, C'est horrible, je trouve ça horrible. Non mais Ils ont essayé au début de deuxième mi-temps de faire un peu plus de pick and roll, d'aller chercher un peu plus Towns. Mais je sais pas, j'ai l'impression que c'est trop peu, trop court tout d'un coup, quoi. moi, je comprends pas que l'attaque puisse être aussi limitée. Je veux dire, le matériel qui est à disposition, enfin, genre, Atlanta fait mieux offensivement avec moins, Oui. et défensivement, c'est pareil. Les Knicks doivent faire bien mieux, même avec Jalen Brunson sur le parquet. Enfin, je comprends pas pourquoi ils s'acharnent avec cette espèce de hero ball autour de Brunson quand on voit les atouts qu'ils ont, quand on voit les mismatchs qu'il peut y avoir, quand on voit enfin, c'est hallucinant. Et franchement, bon là c'est Michael Bridges qui est la tête de turc absolue là des fans avec évidemment le prix qu'il a coûté qui est rabâché en boucle. Et franchement, on comprend la frustration. Hein. Son match 3, il est catastrophique, mais il est mal utilisé ce mec-là. Exactement, Et, exactement. et encore, en disant mal utilisé, je mens, parce que je sous-entends qu'il est utilisé offensivement, ce qui en Mm. réalité est quasiment pas le cas. Mais bon, ok, même comme ça, il a pas le droit de nous sortir une feuille de match pareil dans un match 3 aussi important. Mais franchement, ouais, et en plus, le plus frustrant, c'est quand franchement Towns, il se bat bien. Je suis pas loin de penser que c'est un des Knicks les plus irréprochables quasiment, avec Anunoby, avec Mike Bride. Mais ouais, je comprends pas sa sous-utilisation. Je comprends pas pourquoi Mitchell Robinson joue que 11 minutes en sortie de banc. Je comprends pas pourquoi, d'ailleurs, globalement, Mike Brown utilise très peu son banc, mis à part Mike Bride, parce que forcément, il faut bien compenser le match catastrophique de Michael Bridges, mais Tom Thibodeau doit être mort de rire en voyant ça. Hein. Mais très clairement. C'est terrible. Et ouais, on va voir ce que les Knicks vont pouvoir nous proposer, parce que là, une nouvelle défaite les mettrait dans une situation qui est catastrophique. Là, déjà, ils sont dans une sale situation, comme tu l'as rappelé au tout début du podcast. Mais honnêtement, si cette équipe, elle vient se faire sortir au premier tour, c'est une catastrophe, et ça va avoir des lourdes conséquences. Hein. Absolument. Karl Anthony Towns a un plus-minus sur ce match à plus 22. Il joue 34 minutes, il prend 12 shoots. Miles McBride en prend 14. Je dis pas, hein, Miles McBride, c'était pas du tout le problème de cette rencontre. Absolument pas, il n'y a pas de problème. Mais Jordan Clarkson, qui joue 17 minutes, en prend 11 tirs. C'est trop, 17 minutes pour Clarkson. Hein. Oui, bien sûr. Non, mais je veux dire, en termes de ticket shoot, c'est
Tout ça est absolument... Je sais pas, je trouve ça absurde. Et ils perdent de peu. 2 fois, ils perdent d'extrêmement peu. Donc la frustration, si t'es fan des Knicks, est colossale. Michael Bridges, il a plus de ballons perdus que de points, que de passes décisives, que de rebonds. Josh Hart, lui également, fait un match extrêmement compliqué, du moins en termes d'adresse. Au moins, défensivement et dans l'intensité, au Au rebond et tout, moins, il est là. Mais au moins effectivement, ça. l'adresse est catastrophique. Ouais. Mais ce qui me fait hurler dans cette rencontre, c'est que Dyson Daniels est en train de Josh Harter les Knicks. Il est en train de leur faire une Josh Hart, mais j'ai jamais cru voir un joueur être capable de faire ça, quoi. Et je trouve ça extraordinaire. Le nombre de possessions que Dyson Daniels arrive à ajouter au tableau des Hawks, c'est légendaire. Ouais, je suis d'accord. Le mec tape des ballons, il n'y a aucun moyen qu'il récupère la balle, et si, quoi. Et lui, c'est le meilleur rebondeur des Hawks. C'est non, c'est pas le meilleur rebondeur du match parce que Towns est à 17, mais c'est fou. C'est absolument fou le nombre de possessions qu'il arrive à pousser du côté d'Atlanta. Sans ça, il s'en sortirait carrément pas. Ah oui, non, mais c'est sûr, c'est sûr. C'est évident, surtout que bon, eux de leur côté, ils ont également des problèmes avec Nickel Alexander-Walker qui a des bons passages, mais qui grosso modo est quand même dans une série difficile. Il est plutôt bien défendu, bien pris. Donc voilà, Jalen Johnson, il est pas, c'est pas l'efficacité incarnée, pas du tout. Et je trouve que c'est le banc d'Atlanta. Kuminga, c'est effarant ce qu'il apporte. Gabe Vincent, il met pas de tir, mais alors quelle activité. Lui et Mohamed Gay, c'est 2 gars qui, dès qu'ils rentrent sur le terrain, tout de suite, ça court, ça part dans tous les sens. Ouais, Il y et a une puis ils espèce marquent physique pour d'énergie leurs de tous les adversaires. instants, c'est fou. Ouais, je suis d'accord. Non, mais je suis d'accord, effectivement, le banc des Hawks montre vraiment des choses intéressantes. Et moi Jamais Kuminga, j'aurais mis un copec là-dessus, Charlie. Très sincèrement, hein. J'ai pas du tout vu ça venir. Ah, sur la bataille des bancs, non, moi non plus, effectivement, ça, je suis Pas complètement du d'accord. tout. Et effectivement, Atlanta, globalement, fait une super série, ça défend bien, ça exploite bien les failles des Knicks en attaque. McCollum, il fait peut-être une des meilleures séries de playoffs de sa carrière. Le mec a 34 ans, c'est dingue. Alors oui, Jalen Johnson, c'est pas extraordinaire, les pourcentages sont pas terribles, mais n'empêche que sur pas mal d'actions, il fait les bons choix. Oui, Moi, il se bat, il ouais, fait ouais. ses trucs, il fait ses trucs. Ouais, et puis vraiment, il apporte quand même Ouais, carrément. dans plein de secteurs différents. Kuminga, moi, je suis trop content de le voir comme ça. Et franchement, j'espère vraiment que... Alors, tous les fans des Warriors l'ont pas fait, mais j'espère que parmi les fans des Warriors, ceux qui lui crachaient dessus à l'époque parce que Steve Kerr n'arrivait pas ou ne voulait pas faire le travail tactique nécessaire pour l'intégrer à cet effectif, se rendent compte que ce mec-là, c'est un vrai bon joueur. Et que vraiment, c'est un gâchis hallucinant la manière avec laquelle ça s'est passé aux Warriors. Donc ouais, très content de voir qu'il a trouvé sa place en sortie de banc et qu'il est aussi impactant. Mais globalement, ouais, moi je commence à être inquiet pour les Knicks parce que en fait, j'ai pas l'impression, là ça va être du ressenti, mais j'ai pas l'impression que cette équipe elle ait des certitudes collectives pour relever la tête. Alors, ça peut paraître injuste de dire ça parce que sur les 2 défaites, ils sont vraiment pas loin et avec une meilleure gestion des money time, cette série, elle pourrait être à 3-0 pour les Knicks. Mais Mais complètement, faut jamais l'oublier ça. T'as OK, tout à fait raison. mais quand je les vois jouer, je suis désolé, mais je me dis presque que si le match 4 il démarre pas bien, la série elle peut avoir une fin assez abrupte, pardon. En fait, j'ai pas l'impression qu'il y a une cohésion collective du côté des Knicks. J'ai pas l'impression de voir un groupe qui fait corps autour d'un projet. J'ai vraiment Tout à fait. l'impression, enfin, offensivement notamment, c'est hallucinant de voir ce qui se passe avec Brunson, avec cette espèce de hero ball et franchement, même les déclarations Qui de était à Mike 2 doigts Brown. de fonctionner, hein, Charlie. Je veux Mais dire, à la fin du fonctionner match, il fait le panier plus la faute. Mais attends, mais Josh fonctionnait contre Atlanta, mais jamais de la vie ça fonctionne pour aller en finale. Attends, tu veux savoir ce que j'ai marqué sur mes notes en plein 4e quart-temps? J'ai marqué les Knicks ne gagneront pas le titre. Mais c'est évident. C'est évident. On peut définitivement mettre une croix là-dessus pour cette saison. Ils ne Et, gagneront pas le titre en l'état. et C'est d'ailleurs, impossible. Mike Brown a fait une croix là-dessus, puisque ses déclarations en conférence de presse, où il commence par t'expliquer que être mené 2-1, c'est pas grave, et qu'OKC était mené l'année dernière avant d'être champion 2-1. Ok, n'empêche que juste après, il te dit attention, hein, je dis pas qu'on va être champion. Bah oui, mec, oui, toi-même, t'as compris que tu serais pas champion. C'est pas possible, en fait. Ça n'est pas possible d'être champion en attaquant comme ça n'est pas possible d'être champion en défendant comme ça. Et là, je veux dire, je suis désolé, mais c'est le 3e match, quoi.
On n'est pas en mode ah bah c'est le tout début de la série, ils vont s'adapter. C'est pas vrai. Comment tu peux démarrer le match 3 en me foutant encore Jalen Brunson en défense sur McCollum? C'est pas possible de faire ça. C'est pas possible. Et après, il est ciblé, il est ciblé, il est ciblé. Ils font tout ce qui est en leur pouvoir Ouais, mais on pour qu'il n'empêche se que retrouve dans cette situation. oui, n'empêche qu'il y a des adaptations qui viennent et qu'au bout d'un moment, on se retrouve plus sur un Brunson qui défend directement sur McCollum et ça change quand même un peu les choses. Mais ouais, je comprends pas. Moi, j'aimerais bien voir un match 4 où les Knicks s'ajustent réellement, qu'ils servent plus Towns, qu'ils aillent plus à l'intérieur. Le cas Michael Bridges, j'ai vu plein de fans dire il faut le bencher, il faut démarrer Mike Bride à sa place. Mais si tu fais ça, tu l'enterres en fait. Tu l'enterres pour la suite des playoffs. Donc aujourd'hui, c'est quoi le but pour les Knicks? C'est de tout faire pour passer ce premier tour de playoffs ou alors c'est d'essayer de lancer une dynamique qui va leur permettre d'être des vrais contenders pour le titre? Voilà, je sais pas, il faut essayer des profils différents en sortie. Est-ce qu'un Alvarado, par exemple, il a dû jouer 15 minutes depuis le début de la série. Est-ce qu'il pourrait pas t'apporter plus qu'un mec comme Clarkson, tu vois? Ouais, complètement, ouais. Je sais pas du tout. En fait, Alvarado, il se bat en minutes avec Miles McBride, qui lui, pour le coup, est plutôt irréprochable côté Knicks, même s'il n'est pas d'une efficacité absolue non plus. Il apporte Ah oui, non, mais une McBride, production limite, oui. offensive qui tout d'un coup est devenue, et c'est presque trop en fait, comment c'est devenu indispensable. Moi, je me souviens quand même pour moi, le problème est beaucoup plus profond. Là, on parle des matchs les uns après les autres et on peut faire ça pendant longtemps. Je veux dire, comme tu l'as très bien dit, les Knicks pourraient être devant 3-0. Pour moi, le problème de toute façon serait le même, même s'ils étaient en train de mener 3-0 dans cette série. Pour moi, c'est pas la question. Le vrai problème de cette équipe, et c'est pareil, je pense qu'on l'a déjà parlé pendant la preview, c'est le boulot qui a été effectué par Mike Brown et le coaching staff depuis le début de la saison. Ouais. Ce qu'on nous avait annoncé en début de saison, c'est-à-dire on va faire une attaque beaucoup plus égalitaire, avec des minutes de jeu beaucoup mieux distribuées, avec des rôles beaucoup mieux définis, et patati et patata. Ce qui Et ça va... justifiait le choix de Mike Brown, d'ailleurs. Exactement, on va jouer un jeu collectif où tout le monde sera impliqué, on va plus on va plus intégrer cet aspect-là dans notre jeu. Ok, très bien. Tu regardes dans ce début de playoff, on a toujours du Jalen Brunson, tiens, on te file la gonfle, et tu fais tes ISO, et quand il reste 6 secondes, si t'as rien à te mettre sous la dent, tu dégages le ballon sur Odian Unobi ou Michael Bridges, et puis ils se démerderont pour le balancer une ogive à 3 points. Et Dieu sait que Odian Unobi, dans le 4e quart-temps, il a marqué 2-3 points absolument miraculeux, avec quelques secondes sur l'horloge, et qui permettaient à New York de rester au contact et de créer le doute sur le fait que Atlanta est en train de se dire merde, ils vont réussir à nous coiffer au poteau, quoi. Mais c'est pas ça, c'est pas du tout comme ça que ça doit se passer, que ça devrait se passer pour les Knicks. Tu peux pas avoir un 5 comme celui des Knicks, Anunoby, Towns, Bridges, Brunson, Josh Hart, ou si tu remplaces Josh Hart par Robinson, par exemple. Pareil, pourquoi on n'a pas vu ce 5-là encore? On les a quasiment pas vus jouer tous les deux ensemble sur le terrain. Non. Towns et Robinson. On n'a pas vu encore la stratégie. On va vous écraser sous le poids de nos intérieurs. Je veux dire, il y a un moment où stratégiquement, j'ai pas l'impression qu'il se passe ce qui devrait se passer. On voit pas des choses qui, pour moi, vont dans le bon sens. Et la sous-utilisation de Karl Anthony Towns, c'est limite criminel, je suis désolé. Mais Michael Bridges, qu'on en soit là à ce stade de la saison, c'est absolument scandaleux. Et on peut faire des montages photos en disant « Ah, Michael Bridges, ils ont lâché 5 pics de draft pour ce gars-là. » Mais pour ceux qui ont suivi la carrière de Michael Bridges, que ce soit aux Suns, ce qu'il a fait aux Nets et à la période Thibodeau aux Knicks, on sait que ce mec-là, c'est pas une purge qu'on essaie de nous vendre aujourd'hui, quoi. C'est pas du tout une purge ce jour-là. Encore faut-il qu'il ait un rôle. Encore faut-il qu'il ait des ballons. Et aujourd'hui, je le dis et je le redis, les Knicks regardent Jalen Brunson jouer et après, c'est démerdez-vous pour les autres.
Et tu ne gagneras jamais rien en faisant ça. On a vu Houston faire ça avec James Harden, et James Harden qui le faisait à un autre niveau, beaucoup plus compétitif, et ça n'a pas marché, ça ne marche pas, ça ne marchera pas. Jamais. C'est simple. Donc, tu peux passer un tour, tu peux passer Atlanta, ok, il n'y a pas de problème. Même si demain ils gagnent 4-2 contre Atlanta, ils pourront se dire rendez-vous compte, c'est incroyable, finalement on passe au prochain tour, Jalen Brunson c'est notre héros. Je comprends bien le statut qu'il a Jalen Brunson chez les fanboys des Knicks, je le comprends tout à fait. Mais cette stratégie de jeu ne vous mènera nulle part. Mais en plus, tu peux tout à fait faire évoluer l'attaque des Knicks vers un modèle plus collectif, mieux réparti, sans que ça écorne l'image de Jalen Brunson, bordel. Mais tout à fait. Mais tout à fait. J'ai pas regardé, je t'avoue, j'ai pas vérifié, mais je pense que le taux d'usage de Jalen Brunson sur ce début de série avec Mike Brown est supérieur à celui de l'année dernière avec Thibodeau. J'en suis quasiment sûr. C'est un truc de fou, en fait. C'est hallucinant de voir à quel point ça n'a pas évolué de ce point de vue-là, alors que c'était la justification numéro 1 du choix Mike Brown, c'était sa capacité à construire une attaque plus équilibrée. Oui, après, je sais pas, je suis pas assez dans les secrets. Je ne suis pas les Knicks de manière à savoir exactement comment ça se passe en coulisses et ainsi de suite. Donc je vais éviter de raconter n'importe quoi. Non, mais justement, ça pose question sur à quel point Brunson est coachable et à quel point, en fait, aujourd'hui, c'est possible d'avoir Jalen Brunson en première option dans ton équipe. Sachant qu'il y a son père aussi dans le coaching staff, qu'il y a une relation particulière avec Leon Rose. Il y a tout ça derrière. Il y a un côté politique là-dedans. Ouais, je sais pas. Après, quoi. Je suis pas certain. Enfin, du moins, j'ai rarement vu un quelconque article pointer du doigt le fait que Jalen Brunson tentait par tous les moyens de tirer la couverture à lui en permanence. Je n'ai jamais eu cette impression-là. En tout cas, j'ai jamais lu quoi que ce soit qui déterminait ça. Donc voilà, on a aussi là des rapports qui sont sortis après le match 3 qui disent que Mike Brown a peur de froisser les joueurs, ne veut pas se mettre le vestiaire à dos et au final, in fine, ne prend pas les décisions qui s'imposent parce qu'il n'ose pas les prendre. Ça, pour le coup, je suis plus prompt à le croire. J'en sais rien du tout. Ce qui est certain, c'est que c'est pas normal. Que c'est pas à ce moment-là, en tout cas, c'est pas là maintenant que les Knicks vont régler le problème du rôle de Mikal Bridges, qu'ils vont corriger le problème du rôle de Karl Anthony Towns, de son jeu en pick and roll avec Jalen Brunson. Alors on peut dire ouais, mais ils ont essayé, ouais, mais ça n'a pas marché. Ils ont découvert que c'était pas assez efficace, tout ça. Les gars, vous avez la quasi-totalité de votre salary cap qui est centrée sur ces 2 joueurs-là. Vous êtes obligé que ça fonctionne, ou dans ces cas-là, vous passez à autre chose et il va falloir transférer quelqu'un dans l'histoire. Mais non, très sincèrement... C'est pas parce que ponctuellement ça n'a pas marché que ça ne marcherait pas sur une match-up face aux Hawks, en fait. Enfin, tu vois, il y a aussi... Déjà, effectivement. Adaptez-vous un minimum à vos adversaires, quand même. Un minimum. Tout à fait. Donc je sais pas. En fait, les Knicks me déçoivent beaucoup. Les Hawks me semblent beaucoup plus sûrs de leur identité, alors que les Knicks semblent totalement se chercher et ont l'air d'être dans le doute le plus absolu sur la manière dont il faut procéder pour remporter un match face à Atlanta, quoi. Ce qui est quand même hallucinant. Enfin, ce qui est hallucinant, jamais de la vie ça devrait se poser de cette manière-là. Ouais, j'adore Atlanta, hein, mais les Knicks, pour moi, ont largement le talent. Ils devraient avoir un talent qui ne permet pas aux Hawks d'être à ce point compétitif. Mais pas que le talent, l'expérience, le vécu. Oui, bien sûr. Tout est en leur faveur, bordel, normalement. Tout. Et là, on est là à nous dire, ouais, Kuminga, il a remporté un titre en 2022. C'est une expérience de champion. Attendez, les gars, de quoi on parle? Alors, par contre, voir CJ McCollum, qui nous fait un revival dans ces playoffs là, qui est en train de comment dire, de prendre son plaisir, de prendre son temps, de boire petite gorgée par petite gorgée chaque larme des fans des Knicks.
pendant qu'il est en train de les assassiner en fin de rencontre. Je pense qu'il n'y a pas un mec qui est en train il est en train de vivre sa meilleure vie, CJ McCollum, et franchement, ça me fait bien, ça me fait. Je suis pas fan d'Enix, donc je comprends votre désarroi. Laissez-moi vous le dire. On va en parler tout de suite après, mais voilà, CJ McCollum qui est en train de se taper ce moment-là, et comme on l'a dit l'autre fois, alors qu'il était aux Wizards. Il y a quelques mois de ça, je pense que s'il y a un gars qui comprend la valeur de ce qu'il est en train de vivre, c'est lui, quoi. Oh, c'est clair. Non, je pense que là, il profite de chaque instant. Mais ouais, voilà. Et j'insiste une dernière fois là sur le fait que Mikal Bridges, c'est pas normal ce qui est en train de se passer. Et je suis pas du tout prêt, moi, à balancer ce mec-là sous les roues du bus, quoi. Je trouve Pareil. ça vraiment injuste de faire ça. Oui, bah oui, mais après, bon, c'est aussi à chaud, tu vois. C'est quand même beaucoup de réactions qui sont survenues juste après le match ou pendant le match. Mais je suis d'accord. Les mots sont bien plus profonds que juste dire Michael Bridges n'est pas un bon joueur de basket, quoi. Ouais. On va passer au moment pénible de ce podcast. Minnesota contre Denver. Les Wolves qui viennent de prendre, je le pense, un avantage psychologique sur Denver. Ça s'est ressenti tout au long de ce Game 3 qu'ils ont remporté. Rudy Gobert tourne à 9,7 points par match, 9,7 rebonds, 2 passes et 1 contre. Et pourtant, je pense qu'il est le meilleur joueur actuellement de cette série. Sa défense est en train de faire déjouer un des meilleurs joueurs de l'histoire de la NBA, un pivot aux qualités offensives jugées inarrêtables. Et pourtant, Rudy Gobert, pour le moment, tient tête. Mieux encore, avec Jaden McDaniels, ils sont en train d'éteindre un des duos offensifs les plus redoutés de la NBA moderne, Jokic et Jamal Murray, qui ont vécu un cauchemar cette nuit, ne parvenant jamais à installer leur jeu. Et voilà, et c'est ce qu'ils n'arrivent pas à faire depuis le début de cette série, très clairement, face à un adversaire qui connaît toutes leurs tendances, qui connaît leurs préférences, qui connaît leurs habitudes. Voilà ce qu'on va faire. On va faire un dribble and off, on va faire un pick and roll. Tu vas pop-up, tu vas plonger au cercle. Bref, Tim Connelly a construit cet effectif pour battre Denver. Et encore une fois, la démonstration est faite que cette équipe des Wolves est parfaitement pensée pour contrarier, comme peu d'autres, à part OKC peut-être, cette équipe des Nuggets. Anthony Edwards est diminué par son genou et cela n'a aucune importance dans le résultat final. Julius Randle a été auteur d'un match plutôt moyen dans ce Game 3. Idem, ça n'a eu quasiment aucun impact sur le score, tant la défense a dominé cette rencontre. J'avais annoncé une série en 7 matchs parce que je sais que les Wolves sont un adversaire redoutable pour Denver. C'est désormais à Nikola Jokic et à Jamal Murray et au coaching staff de David Adelman de trouver des solutions pour reprendre la main sur le jeu, parce que pour le moment, les Nuggets subissent le tempo imposé par Minnesota, et ce n'est pas évident, après une telle défaite, de trouver une lueur d'espoir pour la suite. Je peux te le dire, Charlie. Écoute, déjà, bravo à toi de ne pas évoquer l'excuse de l'absence d'Aaron Gordon. Parce que sur ce match 3, c'est l'arbre qui cache la forêt, en fait. L'absence de Gordon, c'est pas du tout le seul facteur de la défaite, et pourtant j'en ai vu beaucoup dire oui, mais machin, Gordon n'était pas là et tout. Bon. 2 secondes, je peux juste réagir à ce que tu viens de dire ? Ouais, bien sûr, bah oui. Dans les notes de match que j'ai notées. J'ai noté texto. Les absences d'Aaron Gordon et de Peyton Watson ne peuvent pas suffire à justifier tout ça. C'est l'identité du jeu des Nuggets qui a disparu sans qu'aucune solution n'apparaisse. Voilà ce que j'ai noté mot pour mot pendant que je regardais le match. Ouais, mais je pense que je suis complètement d'accord avec toi. Et effectivement, le premier sujet pour moi, c'est Rudy Gobert. Il est phénoménal. Ce qu'il fait en défense sur Jokic, franchement, c'est remarquable. Moi, je suis d'accord avec toi. C'est le joueur le plus impactant de la série. Et historiquement, il y a peu de défenseurs qu'on a vu être aussi efficaces sur Jokic. Alors, il n'est pas le seul à faire du très bon boulot, hein. McDaniels, par exemple. C'est une œuvre collective de la part de Minnesota. Mais Gobert, c'est l'encre défensive de cette équipe. Tout à fait, exact. Et j'ai noté un autre truc. J'ai noté Gobert, c'est l'identité de cette équipe. Toi et moi, on en a parlé encore et encore de ce truc-là. Rudy Gobert, c'est l'identité des Wolves. Sans lui, l'édifice ne tient pas. Ouais, et puis vraiment, on le sent.
Enfin, on sent qu'il est habité par cette mission défensive sur Jokic. C'est un joueur pour lequel il a énormément de respect. Et d'ailleurs, il l'a encore dit après la Ouais. rencontre. Hein, c'est le meilleur attaquant sur lequel il ait jamais défendu depuis le début de sa carrière. Et franchement, sur cette série, il est parfaitement à la hauteur. Maintenant qu'on a dit que Gobert faisait du super boulot, faut quand même bien reconnaître que Jokic fait pas la série de sa vie du tout. Alors statistiquement, C'est il la est là, mais pire série de sa carrière. ah ouais, les pourcentages sont pas bons. Défensivement, il coûte cher à son équipe. Et globalement, le collectif de Denver est à la peine et il a une vraie responsabilité là-dedans. Il y a des situations où habituellement il trouve le tireur ouvert sans souci. Là, on le voit hésiter, on le voit faire des mauvais choix. C'est vraiment pas du grand Jokic. Alors oui, il y a l'absence de Gordon, ok, mais euh, mais même avec lui, sans une amélioration du jeu collectif, je vois pas comment cette équipe elle peut espérer aller au bout. Et c'est frustrant parce qu'on sait le potentiel que ce groupe a quand ça clique, quand c'est dans un bon soir, ils ont l'air de pouvoir taper n'importe qui, mais ça clique tellement rarement. C'est frustrant. Et puis là, le match 3, là, c'est. Enfin, je veux dire, ils prennent 68 points dans la raquette. C'est le double de ce que Denver met. Et franchement, c'est pas le seul secteur dans lequel il y a un gros écart entre les deux équipes. La circulation de balles est bien meilleure côté Wolves, l'attaque est plus cohérente. Euh, y a tellement d'actions, il y a tellement de situations dans lesquelles les Nuggets donnent l'impression d'être constamment pris par la vitesse des Wolves, c'est hyper problématique. Et en plus, Anthony Edwards est très loin d'être à 100%. Et c'est peut-être ça le plus flippant, en fait. Et ouais, tu vois la profondeur d'effectif qu'on a évoqué plusieurs fois cette saison et même avant la reprise de la saison, en réalité, avec les énormes difficultés d'un Valanciunas et les blessures qu'il y a aujourd'hui, elle paraît quand même nettement moins remarquable que prévu. Et ça fait un peu mal au cœur de voir Denver comme ça, parce que franchement, sur ce match-là, j'insiste, l'absence d'Aaron Gordon, c'est l'arbre qui cache la forêt. Certes, sans lui, ils peuvent rien espérer, mais même avec lui, ce match-là, je suis pas du tout sûr qu'ils l'auraient remporté. Donc ouais, je suis un peu inquiet pour Denver et puis surtout je suis bluffé par ces Wolves. Alors j'ai l'impression d'être chaque année bluffé par les Wolves, donc ça va devenir un peu redondant, mais l'apport de Dosunmu en sortie de banc est exceptionnel. Quel move remarquable d'avoir mis la main sur lui. Je veux dire, tu parlais de gagnant de la trade deadline à propos des Hawks, mais ce move-là, c'est quand même aussi très solide. Le boulot qu'il fait, notamment sur Jamal Murray, sa vitesse pour attaquer la transition, son intensité, enfin c'est fou. Franchement, cette équipe des Wolves, si Anthony Edwards revient à 100% dans cette campagne de playoffs, ça peut vraiment être à nouveau la très grosse épine dans le pied de la conférence Ouest. Euh, ça, pour le coup, je ne suis pas d'accord avec ça. Moi, ce que je pense concernant Minnesota, c'est que c'est vraiment ce que j'ai dit dans l'intro, c'est que cette équipe a été construite pour battre les Nuggets, par le mec qui a construit les Nuggets, littéralement. Et je pense que leurs limitations seront beaucoup plus visibles s'ils jouent les Spurs au prochain tour ou s'ils se qualifient pour aller atteindre les finales de conférence face à OKC, ce qui ferait les 3 finales de conférence consécutives. Et toi et moi, on a déjà parlé de l'exploit que ça représente de se qualifier dans le dernier carré de la NBA chaque année. C'est énorme comme réussite. Moi, je maintiens les limitations de cet effectif. Par contre, Non mais dans ce ouais. match-up face à Denver, ils sont parfaits. Ils n'ont pas peur de Denver. Ils savent exactement comment les sortir de leur zone de confort. Et profondeur de banc ou pas profondeur de banc, à partir du moment où tu rentres dans la tête de Jamal Murray et de Nikola Jokic, t'as fait 90% du boulot. Ah oui, non, mais je suis d'accord. Enfin, quand je dis là, une épine dans le pied de la conférence Ouest, je les vois pas du tout retourner en finale de conférence. Enfin, a priori, je les vois pas retourner en finale de conférence, mais n'empêche que, partis comme ça, ils vont nous priver de la demi-finale que tout le monde imaginait, à savoir Nuggets Spurs. Ah, mais tout à fait. Mais tu te souviens, pendant la preview, moi, quand je t'ai dit 4-3, tu m'as dit, ouais, t'exagères. Ah ouais, non, mais de toute façon, je sous-estime toujours cette équipe. C'est parce que t'appréhendes le truc, mais en vrai, Denver et toi, t'avais dit 4-2, je crois, pour Denver. Ouais, et j'ai même tenté la méthode Coué quand à un moment dans la preview, t'as dit si Gordon se blesse, je te dis mais non, il va pas se blesser, arrête un peu. et je te dis, moi, ce duel est tellement inconfortable pour Denver. Là, je m'attendais pas non plus à ça, très sincèrement. Je m'attendais pas à voir Denver carrément être secoué dans sa philosophie de jeu. C'est littéralement ce qui s'est passé dans le Game 3. Alors, j'essaye de ne pas surréagir à un seul match. Il y aura le match 4 et Denver a toujours l'opportunité de changer la donne, bien évidemment. Il va falloir très sincèrement adopter une autre attitude sur le terrain. Et moi, c'est ça qui me désole le plus.
Et je sais pas si tu te souviens de nos conversations concernant Nikola Jokic. Tu sais, les fois où on parle du fait que quand Jokic sent que le match lui échappe et qu'il n'a plus de moyens d'influencer la rencontre, il tombe dans des travers qui sont insupportables. Et surtout qu'ils sont très visibles. Et pour ses coéquipiers, c'est incroyable. C'est terrible. Voilà, c'est terrible. Il fait des passes à la con. Il y a un moment en contre-attaque, j'ai hurlé. Il fait une passe, il essaie de passer une passe par-dessus la défense sur une contre-attaque pour Christian Brown. Pour Brown, ouais, ok, je vois exactement. Et la balle se fait voler immédiatement. Je crois que c'est Donsumu ou je sais pas qui. Et je dis, mais j'étais en train d'hurler devant mon écran en disant, mais tu penses vraiment que cette passe, c'est le moment de faire ça et que ça va passer face à cette équipe-là qui sait exactement ce que tu essayes de faire? Jamais de la vie, ça va bien se passer ce que tu es en train de faire. Et en fait, il rentre dans un espèce de truc en dilettante où sa concentration baisse, où il commence à faire, tu vois, tu le sens dans son mouvement d'épaule. Ouais, le body language est catastrophique. Voilà, qu'il est en train de faire des efforts à moitié parce qu'il se dit, ouais, de toute façon, c'est pas la peine, ça passera pas. Et comme tu le dis, ça découle sur tout le reste de l'effectif. Jamal Murray, tout d'un coup, décide de prendre les choses à son compte. Résultat, tu vois Jokic qui s'énerve parce que le ballon ne tourne plus, parce que les passes ne sont pas faites. Lui-même, il est dans des hésitations. Il y a un moment, une action, il récupère le ballon derrière la ligne des 3 points. Il prend pas le tir parce que le gars, il rentre absolument rien. C'est catastrophique. Il a 5 sur 24 à 3 points dans cette série. C'est une monstruosité. Je crois qu'il a 32% depuis qu'il est revenu de sa blessure en janvier. Il est tombé de très très loin. Enfin, si tu regardes le match de Noël, c'était ça, hein, c'est le match de Noël. C'est pas du tout le même Nikola Jokic qu'on voit là depuis 3 matchs. Clairement, hein, c'est le jour et la nuit dans sa production. Bref, je retourne à l'action dont je parlais. Il récupère la balle, il prend pas le tir à 3 points. T'as Cam Johnson qui est juste à sa gauche, qui est grand ouvert, et l'autre, il est là, ah non, vas-y, et il essaye de faire la passe à Christian Brown encore une fois, qui se fait contrer par Rudy Gobert. Et là, tu te dis, mais en fait, quand je vois ça, moi, je me dis, Minnesota a tellement fait bugger le disque dur des Nuggets qu'on se retrouve face à ce genre de situation qu'on ne voit quasiment jamais quand Denver joue son jeu. Ouais, mais c'est exactement à cette action-là que je pensais quand je disais que on voit du Jokic faire des choix qui sont vraiment pas bons en fait. Et c'est terrible parce que le collectif des Nuggets est tellement tributaire de lui qu'effectivement le moment où il baisse les bras, le moment où on sent qu'il a un peu lâché l'affaire, qu'il a un peu jeté l'éponge, en fait c'est terminé. Et tu vois bien dans le 4e quart-temps, ils ont même pas vraiment essayé les Nuggets. Enfin, genre bon. Tu vois, Adelman très rapidement quand même a acté le fait que c'était mort. Adelman, je me pose vraiment des grosses questions le concernant. Ouais, bah oui, t'as raison. Parce que, tu vois, là, tout à l'heure, j'étais en train de critiquer les Knicks et Mike Brown et tout ça. Cameron Johnson, le gars prend 6 shoots. Il est à 0 sur 3 à 3 points. C'est pareil. Je veux dire, quel genre d'implication il y a dans une rencontre quand tu es marginalisé à ce point-là sur le terrain? C'est pas possible. Tim Hardaway Jr., c'est le meilleur exemple dans le sens où lui prend les tirs quoi qu'il arrive. Et franchement, il est admirable pour ça. Cameron Johnson, c'est un joueur comme Mikal Bridges qui a besoin d'être impliqué dans le flow de l'action, de comprendre ce qui est en train de se passer pour se lancer dans des prises de décision et de dire c'est maintenant que je dois prendre le tir. Et là, je parle même pas. Alors, Christian Brown, le mec, il est tombé d'une falaise depuis qu'il a signé son contrat, c'est pas possible. C'est fou, hein. Ils ont échangé les bébés à la naissance, à la signature du contrat. Attendez, on va vous mettre son sosie. Jamal Murray, le mec, ça fait quand même sur 2 matchs sur 3 qu'il te plante 0 tir à 3 points, alors qu'on était tous là à se dire, ouah, Jamal Murray, il nous signe la meilleure saison de sa carrière, il est à 43% à 3 points, c'est absolument incroyable ce qu'il nous a sorti. Le mec, il nous fait 0 sur 8 au premier match, 0 sur 5 dans le 3e match, il est à 5 sur 17 dans cette rencontre. Qu'est-ce que tu veux dire? Défensivement, c'est pareil, il tient pas la route, il est complètement croqué par Jaden McDaniels et il peut rien faire du tout, il ne peut rien faire. Qu'il continue de parler de Jaden McDaniels,
il y a aucune réponse derrière ça. Ouais, c'est ça qui est terrible aussi, tu vois, c'est qu'effectivement, en plus, ouais, je veux dire, en plus, les Wolves, après le match 2, je veux dire, ils ont fait, il y a eu cette déclaration, enfin, je veux dire, il y a pas d'ego ou quoi, là, côté Denver? Qu'est-ce qui se passe, en fait? C'est fou, ouais, c'est fou, vraiment, franchement, ce match 3, il est tellement décevant, genre, le premier carton qu'ils nous font, les gars, c'est pas possible, quoi, c'est pas possible. Ouais. Ils mettent 11 points sur le premier quart, mais rends-toi compte. Non, mais le premier quart était catastrophique. C'est-à-dire Je qu'on crois que le attaque est seul... drivé par Ouais. Jokic et Murray, et tu nous fais un premier carton à 11 points. Sérieux. Je crois que le seul gars qui marque un panier... Je crois qu'il y a un seul gars qui marque un point, enfin des points, hormis Murray et Jokic dans le premier quart-temps. C'était une suite Ouais, continue c'est Hardaway d'ailleurs, je crois. de tirs ratés en permanence. Ouais, non, Et puis, comme l'a dit très bien d'ailleurs Nikola Jokic dans la conférence de presse, c'est que au bout d'un moment, c'est un cercle vicieux, c'est-à-dire que tu commences à rater tes tirs, le doute s'installe, et après, tu n'arrives même plus à planter le petit panier sous le cercle que tu aurais mis 95% du temps, quoi. Et c'est ça aussi qui est complètement désolant avec Nico, c'est que non seulement il met pas ses tirs à 3 points, mais les flotteurs ne passent plus, les tirs à mi-distance ne sont plus vraiment là non plus. Et lui, pareil, tu sens qu'il doute énormément. J'aimerais quand même profiter d'un truc avant de dire peut-être un truc qui va te sembler être une folie, mais je vais y revenir tout de suite après. Jaden McDaniels. Parce que tout à l'heure, on parlait de Rudy Gobert en disant ouais, le mec, il tourne à moins de 10 points, moins de 10 rebonds, tout ça, et c'est le MVP de cette série. Jaden McDaniels est probablement co-MVP de cette histoire. S'il y a un gars qui, depuis le début de la série, est fidèle à lui-même dans sa production, c'est ce gars-là, quoi. Lui et Rudy Gobert, dans cette série, dans cette confrontation, sont vraiment un problème colossal. C'est même plus une épine, c'est une corne de rhinocéros dans le pied des Nuggets, quoi. Ces deux gars-là posent des problèmes colossaux que pour l'instant Denver n'arrive pas à résoudre. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Et effectivement, Jaden McDaniels fait vraiment une super série, il fait du très très bon boulot. En plus, c'est vraiment... je pense que c'est le mec qui joue le plus côté Wolves, et franchement, toutes ses minutes sont rentabilisées. Hein. En fait, si je ne me trompe pas, enfin, il joue plus que Jamal Murray, mais tu peux être sûr que si Jamal Murray est sur le terrain, il y avait Murray et Jokic, dès qu'ils sont sur le terrain, tu peux être sûr que et Gobert et McDaniel sont sur le terrain aussi. Sauf gros problème de faute, comme on a pu le voir dans le Game 2. Et c'est ça qui est rageant aussi côté Nuggets, c'est que le Game 2, ils avaient 19 points d'avance. Et ben, je vais te dire que c'est le genre de défaite qui vient te hanter Ouais. si tu perds une série 4-3. Je te raconte pas la haine que t'as si tu repenses à une rencontre pareille, quoi. Parce que toi, tu restes sur une série en 7, parce que moi, je t'avoue, si Gordon revient pas, que Watson revient pas à 100%, et que Denver se réveille pas, je suis même pas sûr que ça aille en 7 matchs. Hein. Je reste sur une série en 7, ouais. J'ai trop de respect pour Jokic pour imaginer qu'il va se ranger sur le côté et laisser passer le truc, quoi. Là, je suis en train de lire des folies là, sur les réseaux, comme quoi Jokic se dégonfle en playoff une fois qu'il y a la pression. Mais qu'est-ce que vous racontez, Non, mais sérieusement? moi, je m'attends pas, je pense pas du tout qu'il se dégonfle, et je m'attends pas à ce qu'il se mette sur le côté, mais enfin, là, faut aller chercher 2 matchs, Ouais, non, mais clairement. dont Non, un mais à l'extérieur, bon, c'est pas facile, quoi. c'est mon sentiment, Charlie. Ah oui, non, mais tout à fait, Ça ouais, de se toute trouve, façon. ils vont effectivement se manger 4-2 ou 4-1, j'en sais rien, tu vois. Ça se trouve, ils vont plus gagner. Très sincèrement, quand je regarde le troisième match, il y a un moment, une partie de moi me disait, on est sur ce genre de configuration. Tu sais, on voit des séries comme ça. On a pu voir ça en 2019 avec Toronto-Milwaukee, ou les finales en 2021 entre Milwaukee et Phoenix. C'est cette équipe qui gagne les 2 premiers matchs et qui tout d'un coup, l'adversaire trouve la faille et il n'y a plus rien à faire. Et bah là, je suis pas loin d'avoir ce sentiment-là. Et pour un peu qu'Anthony Edwards, tu vois, remonte la pente physiquement et qui commence à vraiment nous sortir des playoffs dont il est capable, Et c'est pour ça que je te dis 7 matchs. Hein. difficile, hein, difficile. Si Anthony Edwards était en pleine possession de ses moyens,
je serais beaucoup moins confiant. Ouais. Ouais, ouais. Très sincèrement. Et dernière chose, oui, que je voulais dire concernant les Wolves, euh, je pense qu'ils doivent transférer Rudy Gobert cet été. C'est l'occasion rêvée pour s'en débarrasser cet été. Et je dis pas ça pour aider la cause des Nuggets. Je dis ça parce que je pense qu'ils peuvent recouper beaucoup de choses et continuer à construire autour de McDaniels et Edwards, parce que je maintiens, encore et toujours, je suis désolé pour ceux que ça va froisser, mais je maintiens que cette équipe ne passera jamais le Thunder telle qu'elle est constituée avec Rudy Gobert et Julius Randle. Voilà. Ouais, écoute, je sais pas, ouais, c'est possible. Je sais pas, je t'avoue que j'y ai pas réfléchi, c'est trop tôt pour se projeter là-dessus, je pense, mais bon, quand on voit le travail que fait Rudy Gobert, en fait, ok, le transférer, mais en fait, c'est pourquoi, tu vois. Ah oui, il faut avoir un projet C'est derrière, pourquoi, pour qui, bien évidemment. bon, c'est difficile aujourd'hui de se projeter là-dessus, je trouve. Moi, je pense que c'est ce qui, d'un point de vue business, ce serait le plus pertinent. Oui, d'un point de vue business, on est d'accord, mais bon, tu vois, là, on est en pleine série de playoffs, j'ai pas envie de penser au business, j'ai envie de penser aux sportifs. On va parler des Lakers et des Rockets. On va finir rapidement sur toutes les autres séries en quelques mots. Charlie, est-ce que tu m'acceptes comme fan temporaire des Lakers? Non, certainement pas, alors là. Quoi? Non, Oh non, là non, là. rejeté, pas avec des baskets, monsieur. Euh, je suis confiant, mais jamais je ne veux voir les Rockets passer au second tour de ces playoffs. Ah oui, voilà, je t'accepte comme hater des Rockets, mais pas comme Ouais. fan des Lakers. En fait, ce qui m'hallucine, c'est qu'à la mi-mars, on a eu 2 rencontres entre les Rockets et les Lakers. Il y a eu cette histoire de prise à deux là sur Kevin Durant qui savait pas quoi faire, qui était perdu. On a dit un lapin pris dans les feux d'une bagnole. Voilà que les Lakers remettent en place cette stratégie et on est exactement sur le même niveau d'incapacité à se défaire d'un système défensif qui est quand même plutôt basique, réalisé par une équipe qui n'a jamais été redoutable défensivement sur l'ensemble de la saison, alors qu'après, qu'il y a une très bonne stratégie mise en place par le coaching staff et JJ Redick, mais je ne comprends pas comment Houston peut se faire cramer de cette manière-là. Kevin Durant est bien évidemment critiquable. Je veux dire, c'est quand même assez dingue qu'à bientôt 38 ans, avec autant de kilomètres au compteur, il ne sache toujours pas se défaire d'une prise à deux. Alors le mec, il est bien gentil de critiquer ses coéquipiers sur les réseaux en disant que ce sont des demeurés et qu'il n'a pas confiance en eux. Bon, il y a un moment, là, tout ça, ça paraît quand même très ridicule quand tu vois ce qu'il produit dans ce match 2. Euh, et malheureusement pour eux, ses coéquipiers lui donnent aussi raison dans le même élan, puisqu'il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Le spacing est absolument dégueulasse. Ils ne savent pas où se mettre. Il n'y a rien qui va. Le rythme n'existe pas. Ils ne sont pas foutus de rentrer un tir. C'est désolant. C'est désolant, Charlie. J'ai rarement vu un truc aussi navrant à ce niveau de compétition, quoi. Écoute, ouais, bon, écoute, moi, je vais d'abord parler des Lakers, parce que, bah, Oui, vas-y, ouais. je trouve que c'est... Sois réjouissant. Ouais, voilà, c'est ça, c'est quand même un peu l'équipe que je supporte depuis très longtemps, et je suis quand même très content, parce que je trouve que JJ Redick fait vraiment du super boulot en l'absence de ses deux premières options offensives. Je trouve que, contrairement à, tu vois, la semaine dernière, non, il y a 3 jours, après le premier match, pendant le podcast précédent, tu m'as posé la question Ime Udoka, et le fait est que pour le moment, on est dans l'attente de voir les adaptations qu'il peut proposer. Hein. Entre le premier et le deuxième match, il n'y a quand même pas énormément de choses qui changent, mis à part la présence de KD. Et les playoffs, ça sert aussi de révélateur sur la capacité des coachs à s'ajuster d'une rencontre à l'autre. Et pour le moment, on n'a quand même pas vu grand-chose de ce point de vue-là côté Rockets. Redick, par contre, a parfaitement su s'adapter aux absences de Doncic et Reeves. L'attaque des Lakers, c'est cohérente, ça fonctionne bien. Alors ok, l'échantillon est faible, et on va pas oublier non plus qu'ils ont quand même une sacrée réussite au shoot. Hein. Sur les 2 premiers matchs, je crois qu'ils tournent à quasiment 50% à 3 points, mais Luke si les... Kennard, bébé. Ouais, mais voilà, mais si les tirs rentrent, c'est aussi parce que c'est des bons tirs, en fait. C'est des tirs ouverts, trouvés grâce à une bonne exécution et des systèmes qui sont adaptés à l'effectif, ce qu'on ne voit pas côté Rockets aujourd'hui. Et ouais, KD, bah écoute, KD, il a vécu 2 matchs en un, en fait. Hein. La première mi-temps, il est pas mauvais, il est efficace, il est visiblement plutôt bien. Et puis la deuxième, voilà, la défense réagit et le met vraiment en difficulté. Il est incapable de peser sur le jeu. Alors,
ok, il finit avec une bonne adresse, mais le nombre de ballons qu'il perd, enfin, les Rockets ont besoin de plus de sa part, surtout si les joueurs du banc sont aussi peu adroits, pardon. Écoute, voilà, moi je suis très content. Je trouve que Marcus Smart est absolument remarquable, défensivement, offensivement, Ouais. dans l'animation du jeu. C'est peut-être un des joueurs les plus importants et les plus impactants de ce match 2. On retrouve le Marcus Smart calibre 2022-2023 à Boston et franchement ça me fait trop plaisir. Moi je me rappelle quand il a signé aux Lakers l'été dernier, le nombre de personnes que j'ai vu dire qu'il était cuit, bouilli après ses passages à Memphis et à Washington où il avait été buyout. Je m'attends pas à ce qu'il soit à 70% à 3 points à tous les matchs, mais son impact global, sa défense, son intensité, tout ça, c'est inestimable pour cette équipe des Lakers et c'est inestimable pour n'importe quelle équipe, surtout en contexte playoff. Donc voilà, je suis content. LeBron est hyper impressionnant. Être le leader de cette équipe à 41 ans, comme il le fait, c'est vraiment fort. Il est tellement juste dans ses décisions. Enfin, le mec, il a 41 ans. Athlétiquement, il est toujours monstrueux. Tactiquement, il a une vision et une compréhension du jeu qui est vraiment très au-dessus du lot. Donc ça fait plaisir. Et puis en plus, KD est visiblement à nouveau incertain pour le match 3. Cette fois-ci, je crois que c'est un souci à la cheville. Donc je sais pas s'il est vraiment touché ou s'il veut juste éviter les prises à deux, mais c'est clair que ça commence à ressembler à une campagne de playoff cauchemar pour Houston. Ouais, Austin Reeves va peut-être revenir. Ouais, Austin Reeves va peut-être revenir, ce qui a priori sera pas le cas de Doncic, en tout cas pas sur ce premier tour. Shams Charania a expliqué qu'a priori les Lakers se préparaient à ce qu'ils ne reviennent pas, et tant mieux en fait. Hein, ne pas avoir besoin de précipiter son retour, c'est probablement ce qui est la meilleure chose pour les Lakers et pour lui, ne pas prendre le risque d'aggraver ou de rechuter. Et effectivement, Austin Reeves lui pourrait être de retour avant la fin de ce premier tour, et ce serait bien s'il pouvait reprendre un peu de rythme, ce serait intéressant à voir. Je pense que c'est le pire pronostic de tout le preview qu'on a pu faire. La vache. Il y a un tweet que j'ai vu qui résume, je trouve, assez bien la situation, qui dit qu'il y a 4 ans, Ime Udoka lui-même, qui était alors avec les Celtics, avait mis KD dans la sauce quand il jouait au Nets en faisant une prise à deux avec Marcus Smart. La série s'était terminée par un sweep des Celtics. Et 4 ans plus tard, ce même Marcus Smart terrorise Kevin Durant de la même manière dans une équipe coachée par Ime Udoka. Et ça me fait rire. Pour moi, ça représente bien ce qui se passe avec les Rockets, l'échec collectif auquel on assiste. Et voilà, et je suis assez déçu quand même par la production de Kevin Durant, qui certes n'a joué qu'un match, mais je sais pas, toute cette équipe-là, toute cette histoire de Rockets et tout ça, Décevant. c'est quand même triste, ouais. On va pas Ouais, ouais, ouais. rebattre, on a déjà dit, mais voilà, ne rien faire à la trade deadline, ne rien régler des problèmes qui étaient déjà largement évidents il y a plusieurs mois de ça. Bon, il y a un moment, tu t'infliges à toi-même ce que tu es en train de subir, quoi. Tout à fait d'accord, c'est exactement ça. Et côté Lakers, ouais, bah écoute, voilà, encore une fois, vraiment content de voir Marcus Smart comme ça, et puis vraiment content aussi de voir le boulot réalisé par JJ Redick, parce que c'est quand même un peu... Ouais. voilà, les playoffs, c'est quand même un peu le juge de paix sur la capacité des coachs à s'adapter, à proposer des solutions quand il y a des imprévus, quand il y a des absents, etc. Et là, dans son cas, pour l'instant, il s'en sort très très bien. Complètement, ouais. On va parler du Thunder et des Suns. Les Suns sont menés 2-0. Il leur manque des joueurs clés, hein. Mark Williams, qui a une douleur au pied. Grayson Allen, c'est les ischios. Jordan Goodwin, touché au mollet dans le premier match. Je vois que la discussion, encore une fois, autour de cette série, comme ça devient l'habitude avec le Thunder, tourne autour de l'arbitrage. Et effectivement, on a encore vu des choses très étonnantes dans cette rencontre. Mais très franchement, c'est pas la raison pour laquelle Phoenix a perdu. Hein. Clairement, il y a une frustration qui est partagée par énormément de monde qui suivent la NBA depuis des années concernant cette équipe de Casey. Je vois quand même énormément de commentateurs qui sont pas des gens qui sont connus pour prendre des hot takes, qui reconnaissent bien ce à quoi on assiste. Il y a plein de gens qui sont pas en train de se méprendre sur le truc. Mais il y a un moment où il faut quand même faire gaffe à ne pas tomber. Et je dis pas qu'ils le font, hein, attention, qu'on soit bien clair. Mais faut pas non plus tomber dans la caricature. Puisque voilà, enfin, on verra bien comment ça se passe les prochaines semaines, parce que eux, ils sont partis pour rester longtemps en compétition, donc on verra à quel point ça va devenir un sujet au fur et à mesure qu'on avance. Mais voilà, et je voudrais juste souligner le fait que Phoenix s'est bien battu dans ce Game 2, malgré tout, qu'ils doivent continuer comme ça, et puis espérer qu'une occasion se présente. On le voit pendant ces playoffs, ça arrive, c'est possible.
Donc, on ne sait jamais. Voilà, la grosse news de ce Game 2, ça restera le fait que Jalen Williams s'est blessé aux ischio-jambiers, cette fois à gauche, qu'il sera réévalué à la semaine, comme l'a dit l'équipe, semaine après semaine. Donc, je ne sais pas trop comment comprendre cette news, à quel point c'est inquiétant ou pas, mais voilà, ça pourrait être une des informations les plus importantes de toutes ces playoffs finalement. Bah oui, c'est le seul élément vraiment marquant pour moi, effectivement. Les ischios, c'est ce qui lui a déjà pourri sa saison. Et Denio, en conférence de presse, a eu une phrase que j'ai pas très bien compris. Moi, j'ai eu l'impression qu'il disait qu'il avait aggravé sa blessure. Donc est-ce qu'il y Apparemment, avait c'est pas déjà le quelque chose? même ischio, ouais. Ouais, alors que c'est pas le même ischio, donc est-ce qu'il y avait déjà quelque chose? Et dans ce cas-là, je suis désolé, mais s'il y avait déjà quelque chose, pourquoi vous le faites jouer? Enfin, Surtout dans. Mais ouais, Peut-être face à pour le mettre, Phoenix! peut-être pour le mettre en rythme, je sais pas. Ah, c'est trop risqué. Enfin, je suis désolé, mais quand tu vois le tableau de playoff qui attendait au KC, je veux dire, je vais être honnête, je pense que même au second tour, que ce soit les Lakers ou les Rockets, t'as pas nécessairement besoin de Jalen Williams pour passer ces tours-là. Donc, et pourquoi l'avoir fait jouer dès le premier tour, j'ai un peu du mal à comprendre. En tout cas, on va attendre d'en savoir plus, mais il a déjà loupé quasiment 50 matchs cette saison à cause de soucis de ce genre, et c'est des problèmes qui ont des risques de rechute, des risques d'aggravation, enfin voilà, ça peut être un vrai problème pour cette campagne de playoff, donc on verra à quel point ça les pénalise. Moi, je te le dis, dans l'absolu, je suis pas sûr qu'ils aient vraiment besoin de lui pour se sortir de ce premier tour assez Ah non, tranquillement, ça c'est sûr. et, Ouais. et même en demi-finale de conf, on verra, mais bon, ça dépendra aussi beaucoup de l'état de leur adversaire, mais ça me semble pas insurmontable. En plus, cette saison, ils ont quand même eu du temps pour apprendre à jouer sans lui. Hein. On peut pas vraiment dire que ses absences ont été pénalisantes pour OKC, dont Mm. on a constaté tout au long de la saison à quel point la rotation est profonde. Mais écoute, voilà, cette série, il y a quand même pas grand-chose à dire. Oui, je suis d'accord, Phoenix se bat. Maintenant, ils perdent quand même une cargaison de ballons à chaque match qui est quand même assez terrible. Là, sur le match 2, Jalen Green et Devin Booker, à eux deux, c'est 13 ballons perdus. C'est quand même difficile d'espérer quoi que ce soit quand t'es déjà Bien sûr, mais c'est inférieur à ton impossible. adversaire. Mm. Mais voilà, écoute, pas grand chose à dire sur cette série. Ça prend le chemin qu'on attendait tous, à savoir celui d'un sweep. Et si Phoenix arrive à arracher un match, eh ben, je serais très surpris, mais j'applaudirais. Ouais, ça voudrait dire qu'il s'est passé une dinguerie. Ouais, c'est ça. Il y a un joueur qui a pris feu, qui a fait un Absolument. match historique, potentiellement. Spurs-Blazers, la série est à égalité. Les Blazers ont su profiter de l'absence de Victor Wembanyama, sorti dans le deuxième quart-temps de ce deuxième match après un choc à la tête. Il a chuté violemment. Ça y est, il s'est vraiment bien cogné la tête au point d'être KO. Ouais, l'image, elle était pas agréable à voir. Ouais, c'était vraiment marquant. Là, il est dans le protocole NBA dédié au traitement des commotions cérébrales. Donc, il pourrait manquer éventuellement plusieurs rencontres, bien qu'il a fait le déplacement à Portland pour le match de cette nuit. Ce qui est plutôt encourageant si tu es fan des Spurs. Hâte de voir cette équipe de San Antonio se débrouiller sans lui, cependant, j'ai envie de te dire, parce qu'ils l'ont fait cette saison, plutôt de la bonne manière. Et comme beaucoup de commentateurs l'ont souligné, c'est aux autres joueurs de l'effectif de se montrer, et je pense notamment à De'Aaron Fox, qui a signé sa prolongation, qui est grassement payé pour être un joueur important de cet effectif, et c'est à lui de répondre présent et d'emmener cette jeune équipe parce qu'il a l'expérience. Alors, il n'a qu'une série d'expérience dans sa carrière, mais c'est à lui de guider avec Cornette, je pense, cet effectif désormais face à Portland qui joue crânement sa chance, hein, franchement. Et Scoot Anderson, encore une magnifique sortie, Charlie. Ouais, tout à fait. Scott Henderson a été très bon. Écoute, bah, la bonne nouvelle pour Wembanyama, c'est qu'il y a pas de fracture, en fait. Il y a rien de cassé. Donc, on va voir effectivement à quel timing il va pouvoir revenir. Je pense que le match 3 c'est mort. Mais s'il est avec l'équipe à Portland, c'est peut-être qu'il ambitionne de revenir pour le match 4. De toute façon, c'est difficile d'anticiper une date concrète puisque ça va dépendre, c'est spécifique, les protocoles Ouais. commotion, ça va être en fonction des tests réalisés par les médecins, donc on verra. Là, Mais apparemment, son état ne s'est pas empiré depuis qu'il a souffert cette commotion, ce qui est bon signe. ouais, c'est ça, c'est Manifestement, assez il devrait rassurant. plutôt, ça tend plutôt vers un retour le plus rapide possible qu'un truc qui va traîner en longueur pour l'instant. Non, puis si tu veux, le fait qu'il n'y ait pas de fracture, ça veut aussi dire que quand il va revenir, il va pas revenir avec un masque, il va pas Hmm. revenir, tu vois, impacté physiquement, en théorie. Mais bon, écoute, Par voilà. contre, il faut être hyper précautionneux. J'ai vu que les risques de blessure après avoir une commotion potentielle sont décuplés. C'est assez affolant ce que disent les stats.
Ah ouais, ok. Bah écoute, Ouais, carrément, ouais. écoute, effectivement, il faudra faire attention à ça. Surtout que, effectivement, je suis d'accord, même sans Wemby, en théorie, cette équipe de San Antonio, elle a largement ce qu'il faut pour dominer cette série. Et d'ailleurs, globalement, ils n'ont pas été perdus là, que ce soit cette saison ou sur ce match 2 après la sortie de Wembanyama, ils ont pas été perdus. Ils ont mal géré leur fin de match, ça c'est sûr. D'Aaron Fox, notamment, pour le coup, a pas répondu présent dans un contexte où on l'attend. D'abord parce que, comme tu l'as dit, Wembanyama, en l'absence de Wembanyama, il doit être le leader de cette équipe. Et en plus, historiquement, Fox, c'est quand même plutôt un joueur réputé pour être clutch. Là, il l'a pas été. Mais voilà, côté Blazers, très bon match de Scoot Henderson et ça fait plaisir pour lui. Et dans l'ensemble, les Blazers, ils sont fidèles à eux-mêmes. Ils se battent, ils lâchent rien, ça défend bien. Euh, Ouais, ils font un run à la toute fin, mais s'ils restent au contact tout au long de la rencontre, c'est pas sur un coup de chance. Il y a des joueurs qui ont apporté beaucoup sur ce match. Robert Williams est très bon en sortie de banc. Drew Holiday, c'est vraiment un mec qui comprend le basket et qui sait ce qu'il doit faire sur le tellement. parquet. Et Il a eu des franchement, actions tellement clutch, notamment ouais. le airball de Robert Williams qui récupère pour mettre le panier. C'était capital, ce truc. Et franchement, ça va être intéressant à voir parce que, mine de rien, en l'absence de Wembanyama, Portland a vraiment des armes pour défendre ces Spurs-là. Hein. Ils ont des profils qui sont capables de défendre sur Fox, sur Castle, sur Vassell, etc. Donc, je suis pas inquiet pour San Antonio. Je trouve qu'ils ont fait un bon match même sans Wembanyama et tu l'as dit, cette saison, ils ont déjà de l'expérience sur comment composer sur lui. Maintenant, il faut attendre de voir quand même parce que je crois qu'Harrison Barnes aussi a été touché pendant le match, donc je sais pas Ouais. du tout s'il va être absent sur la suite. Bon voilà, je pense que c'est aussi un bon test pour le coaching staff de cette équipe, quoi, parce que on l'a déjà dit, mais Mitch Johnson n'a pas d'expérience non plus en playoff, c'est aussi une découverte pour lui Et c'est et vrai il que va, Barnes fait aussi partie des tauliers de cette équipe. Ouais. ouais c'est ça, et donc il va devoir s'adapter Il est vital. à l'absence et de son franchise player et peut-être d'Harrison Barnes. Bon voilà, il n'y a pas de quoi tirer la sonnette d'alarme pour moi. Cette équipe des Spurs, elle a un très gros manque d'expérience dans ses rendez-vous et perdre un match comme ça sur un money time mal géré et sur un gros run de l'adversaire, c'est le genre de déconvenu qui fait partie du processus d'apprentissage. Pour autant, je pense pas qu'il y ait de problème pour la suite. Ouais. Et bravo à Keldon Johnson pour le titre de 6e homme de Tout à l'année. fait, mérité. C'était bien cool. Il y a un bon portrait de lui là, sur The Athletic où il explique notamment que ça n'a jamais été facile pour lui d'accepter son rôle sur le banc parce qu'il avait été pris par Popovich dans la team USA et qu'il se voyait beau. Et il explique que voilà, en termes d'ego, c'est pas facile d'accepter tout d'un coup qu'on vienne te dire, alors que tu es jeune et que tu as l'impression d'être sur une pente ascendante dans ta carrière, qu'on te dise ta place elle est en tant que joueur remplaçant et pas autre chose quoi. Ouais. Et que ça n'a pas été facile à accepter. Et en même temps que la philosophie des Spurs avec Manu Ginobili, historiquement, qui sortait du banc, l'a aidé justement à comprendre ce qu'était d'avoir un rôle et d'essayer de le perfectionner le mieux possible. Et c'est ce qu'il a fait. Donc tant mieux pour lui. Pistons face au Magic. Les Pistons ont bien réagi dans le game 2 pour égaliser. Le quatuor, Kate Cunningham, Jalen Duren, Isaiah Stewart et Tobias Harris a fonctionné à plein régime. Grosso modo, Détroit a su imposer son rythme sur une rencontre grâce à sa défense, la défense qu'on leur connaît. Ils ont imprimé leur jeu et c'est ce qui était un peu surprenant dans le premier match, c'est qu'ils étaient totalement perdus, un peu comme Denver face à Minnesota, tu vois, et comme quoi il est possible de retourner la tendance, même si c'est pas du tout la même ambiance sur le terrain, la même sensation. Première mi-temps, ça s'est terminé à égalité. Et ils ont entamé ce troisième quart-temps sur un run de 30-3. C'était très violent. Voilà. Ils ont renoué avec cette identité qui est la leur. C'était plutôt bon signe. Voilà. Après, Orlando quitte le Détroit avec le sentiment du travail accompli. J'ai envie de te dire, ils se sont emparés d'un match. Maintenant, il y a 2 rencontres à Orlando qui vont se disputer. Pas encore. Enfin, ils peuvent rester confiants. Ils ont fait le boulot, j'ai envie de dire. Ouais, enfin, il a quand même fallu que Bickerstaff hausse le ton dans les vestiaires à la mi-temps, apparemment, parce qu'il était vraiment pas satisfait de l'entame de ses hommes. Alors, ça a apporté ses fruits, parce que le troisième quart-temps est effectivement très bon, mais c'est quand même un peu frustrant qu'ils aient besoin de ce coup de gueule dans ce contexte-là, je trouve. Moi, je Euh, parlais du Magic qui a fait le boulot. Le oui, oui, Magic mais repart de là avec le boulot oui, oui, fait. je sais. Non, mais en fait, Pardon. non, mais t'as raison de le préciser, pardon, mais en fait, c'est surtout parce que j'ai quand même lu beaucoup de gens dire que ça y est, Détroit avait relevé la tête Ah oui, et que d'accord. c'était plus convaincant.
je suis un peu mitigé là-dessus. Mm. Mais voilà, bon, quand ils jouent comme ils ont joué dans le troisième carton, on retrouve l'équipe qui a dominé l'Est. Leur présence défensive est excellente. Ils forcent des pertes de balles, ils provoquent des fautes offensives, ils forcent des mauvais tirs en attaque. Ça déroule. Hein. Kate Cunningham dans le troisième carton, c'est vraiment le chef d'orchestre de cette équipe-là. Il met 7 passes D sur le carton. Ça exploite bien la transition. Tout le monde sait ce qu'il doit faire et tout. Mais bon, je trouve qu'ils ont pas levé toutes les inquiétudes qu'on peut avoir, notamment sur leur capacité à bien attaquer pendant tout un match, parce que concrètement, sur ce match 2, en fait, si tu regardes le match 2, il y a qu'un carton qui domine. Alors ok, c'est un super carton, le troisième carton, il est magnifique, T'as tout mais à en fait fait, raison. c'est le seul moment où ils dominent dans le match, c'est le seul Mm. moment où ils sont vraiment au-dessus d'Orlando. Pour le reste, c'est vraiment une bagarre, et ils ont du mal à scorer face à la défense du Magic, qui est vraiment très bien préparée, pardon. Et franchement, si tu mets de côté ce troisième carton où ils mettent quasiment 40 points, le reste est assez laborieux. Et au global, d'ailleurs, l'adresse reste pas bonne, ça perd beaucoup de ballons. Enfin, on n'est pas du tout sur les chiffres d'une équipe qui est dominante. Donc voilà, moi, Détroit m'a rassuré défensivement, et c'est déjà ça, hein, parce que sur le premier match, on était loin du compte, mais offensivement, je vois toujours les mêmes problèmes, ceux qu'on évoque depuis un moment maintenant, ceux qui nous font dire que cette équipe, elle aura du mal à être réellement ambitieuse en play-off. Ouais. Le manque d'adresse à 3 points, le manque de création au relais de Kate Cunningham. Bon, voilà, c'est pas idéal, je trouve. Et côté Orlando, la défense continue à vraiment bien fonctionner, et elle met d'autant plus en relief les difficultés offensives de Détroit. Visiblement, Desmond Bane est malade depuis le début de la série, donc peut-être que s'il se remet dans le bon sens, il va retrouver un peu d'adresse, et que ça aidera cette équipe d'Orlando qui pour le moment défend très bien, Mais galère. mais galère en attaque, ouais. Et globalement, en fait, cette série, c'est ça. C'est deux très bonnes défenses, C'est ça, ouais. mais 2 attaques qui galèrent. Hein. C'est un match de contrition, quoi. C'est qui va foirer plus que l'autre. Ouais, c'est la conférence S des années 90-2000, quoi. C'est un peu ça, ouais. Le 98-83, franchement, fallait le sortir, quoi. Waouh, ça a été beaucoup de tirs ratés quand même dans cette rencontre. C'était pas beau. Non, C'était voilà, pas beau à regarder. exactement. Voilà, on peut le dire, c'était pas beau. Il y a des fois, c'était waouh, vraiment là. C'est pour ça que le run du troisième quart-temps m'a pas surpris. Je me dis, le premier qui arrive à enchaîner 4 tirs consécutifs, Ouais, c'est un peu ça, exactement. il C'est un peu se le barre côté. avec la victoire, c'est pas possible. C'est dingue. Mais bon, voilà, maintenant, écoute, il faut aller gagner pour Détroit, il faut aller gagner à Orlando, C'est ça. et il faut rentrer quelques tirs extérieurs aussi, les gars, s'il vous plaît. Comme tu dis, ils ont remporté, enfin, ils ont vraiment fait la diff dans ce début de troisième quart-temps. Maintenant, voilà, Orlando reste en maîtrise de la série puisqu'ils ont ils ont l'avantage du terrain. Ouais. C'est aux Pistons d'aller récupérer tout ça à Orlando, et j'ai hâte de voir ce que ça a donné, parce qu'à Orlando, ça va pas être simple, je pense. Très sincèrement, je pense que cette série, elle va être pénible pour Détroit. Ouais, je suis d'accord, hein, je suis complètement d'accord, et je pense que ça va pas les mettre en confiance. Ouais. Boston face à Philadelphie. Charlie. Je suis tombé amoureux, Charlie. Ah ouais? Ouais, je suis tombé amoureux de VJ, une deuxième fois. Ouais, parce Une que deuxième t'es fois. déjà amoureux d'un joueur des Sixers quand même, en période de Tyrese Maxey, donc. Ah ouais, mais je pense que les Sixers sont en train de devenir mon équipe préférée. Il suffit de virer quelques gars et puis c'est bon. Je déconne. Ah, la méchanceté, Quel monstre, la méchanceté de ma sortie. Oh, le sang-cœur. C'est horrible. Non, mais en plus, je le pense pas. Ça va, on se calme. Non, mais bien au contraire, d'ailleurs. Bien au contraire. Mais VJ Scombe avec son petit clin d'œil magique, là. Cette perf qu'il nous a sorti dans le Game 2. Là, le mec, il a dit en conférence de presse, je me souviens pas de l'avoir fait et tout. C'est les coéquipiers qui m'ont dit que j'avais fait mon truc. Et, mais le mec, il est déjà légendaire, quoi. C'est sa première série de playoffs, son deuxième match en carrière, et il est en train de nous faire un truc de fou. Quel cuvée de rookie de grand malade, quand même. Ah, mais grave, mais c'est tellement bon. C'est tellement bon. Puis alors, le mec nous sortir, 30 points, 10 rebonds sur le parquet des Celtics. Cette combativité des Sixers, Tyrese Maxey qui a été fidèle à lui-même, alors pas super efficace parce que toute la défense des Celtics joue contre lui, mais voilà, 29 points malgré tout. Paul George a été très efficace également, 19 points. Et puis là, tout d'un coup, on entend que Joel Embiid pourrait revenir. Game 4, possibilité. Game 5, possibilité, on verra. Mais tout d'un coup, ça devient intéressant, cette série, Charlie.
Écoute, oui. Toi, non. Ah, non, pas toi, non. Non, 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 mais pas toi. non, mais si, Si, les non. Sixers ont bien réagi. Edgecombe est hyper impressionnant, franchement. Un rookie qui domine un match de playoff face à une équipe comme Boston, c'est incroyable. Il est importantissime dans les moments clés du match. Son apport se limite pas au scoring. Il défend, il est clutch. Enfin, voilà, il met de l'intensité. Il y a un bon jeu sans ballon. Enfin, franchement, Il est vraiment impressionnant. impressionnant. Il est fou, ce joueur. Maintenant, bon, euh, on est quand même face à un match super caricatural. Oui. Boston Je vois où shoot, tu, je vois où Boston tu shoot vas. à 26% à 3 points, ces espèces de... Ces 50 enfoirés, tirs là, sur ils en prennent 89. 50, quoi. Sur 89 tirs au total. Ouais, enfin, c'est terrible. C'est Et, terrible. et en face, c'est l'inverse, en fait. Les Sixers font un excellent match. Ils sont en Plus de énorme variété. réussite. Ouais. Ouais, et puis ils mettent la moitié de leur shoot extérieur. Enfin, je veux dire, ils shootent à 50% à 3 points. Donc voilà, je trouve que c'est quand même très caricatural et c'est vrai que moi ça me frustre de voir Boston s'acharner autant à 3 points avec un jeu aussi statique et aussi stéréotypé alors qu'ils sont capables de beaucoup mieux. Cette saison, on les a vus à plein de moments s'ajuster, tirer moins à 3 points, aller chercher des lancers. Enfin voilà, là on n'a pas du tout vu ça. Il y a trop peu d'alternance dans le jeu, il y a trop de mauvais shoots pris. Donc voilà, j'aurais aimé les voir aller plus au cercle, j'aurais aimé les voir aller chercher plus de lancers, agresser plus la défense intérieure des Sixers. Voilà, j'aime beaucoup Mazzulla, mais je trouve que sur ces matchs-là où Boston n'arrive pas à trouver de l'adresse, il est vraiment trop rigide dans son jeu et il devrait pas avoir peur de proposer plus de variations au cours de match. Donc voilà, je suis d'accord que Philly a fait un super match, mais Boston nous sort une prestation vraiment médiocre et d'ailleurs même défensivement, les Celtics sont capables de faire beaucoup mieux. Ils ont pas du tout réussi à gérer les pick and roll des Sixers et pourtant Embiid n'était pas là, mais je sais pas si c'est dû à un peu de suffisance ou peut-être un peu de naïveté, mais c'est vrai que j'ai un peu du mal à croire que ce soit une tendance lourde. Mais tu vois, il y a eu plein de situations où on voyait bien que Tyrese Maxey attendait qu'une chose. En plus, avec la défense en drop que Boston a longtemps proposé sur certaines situations, c'était trop facile pour lui de sanctionner. Donc voilà, j'attends de voir les adaptations. Peut-être j'attends de voir des changements dans les rotations défensives. Mais je suis pas en train de me dire cette série elle est complètement relancée et Philadelphie peut l'emporter. Pour moi on est plus sur un match Non. accident que sur une Hmm. tendance lourde. Effectivement, c'est ça. C'est la 6e pire adresse à 3 points des Celtics de la saison. Les Sixers, eux, c'est un de leurs 3 meilleurs matchs derrière la ligne à 3 points pour le même exercice. Donc effectivement, il y avait deux extrêmes en termes de réussite au tir, avec en plus Vijay Eshkomb et Tyrese Maxey qui sont quand même plutôt convaincants dans la variété du jeu, dans le jeu en pénétration et tout. Mais Tyrese Donc Maxey, voilà. franchement, c'est incroyable. Ce mec-là, les progrès que ce mec-là a fait dans ses lectures de jeu, dans sa compréhension de ce qui se passe, c'est un truc de fou. Et c'est trop bien parce que ça lui permet encore mieux d'exploiter encore mieux ses qualités de vitesse. Et il est vraiment dans la lignée de sa saison. Il fait tout ce qu'il peut. Enfin, franchement, vraiment, lui et Vijay Edgecombe, c'est vraiment le duo d'avenir de cette équipe. Et puis, tu sais, on en a parlé longtemps dans le podcast toute la saison en disant c'est vraiment le rayon de soleil sur la saison des Ouais. Sixers. Malgré voilà, les contrats de Paul George et Joel Embiid qui sont. Je dis pas, tu vois, si Joel Embiid revient et que ça se passe bien, bien évidemment, si t'es fan des Sixers, t'es ultra content. Si Paul George se met en jambes et arrive à te gagner un match de playoff, t'es ultra content. Oui, mais Et enfin, c'est des mecs la qui jouent moins vérité, de c'est que 40 matchs, quoi. financièrement, sur je sais pas combien de saisons, là, je sais pas jusqu'où ils sont signés tous les deux, mais je crois qu'Embiid, il y a encore un sacré bout de temps. Bon, voilà, tu vas devoir composer avec un mec qui historiquement, en plus, ça va pas aller dans le bon sens. Plus il va prendre de l'âge, plus ça va être compliqué. Bon, on- 2029 pour Embiid. voilà, enfin, t'imagines bien que c'est chaud, quoi. Ouais. Mais malgré tout, t'as ces deux gars-là, là, Edgecombe et Maxi, qui te régalent, quoi. C'est du plaisir total d'avoir des mecs comme ça. Il y a des franchises qui crèveraient pour avoir des mecs aussi talentueux dans leur effectif. Ah, c'est clair, ouais. Donc, non, non, extrêmement bonne pioche de leur part. Et puis, ben, on verra bien ce qui se passe. Historiquement, Boston a toujours bien réagi après une défaite comme ça en playoff à domicile, notamment, où ils sont pas, comment dire, ils sont habitués. Enfin, ça arrive ces dernières années là depuis 2022. C'est pas rare de les voir perdre à domicile.
et puis d'avoir une réaction derrière. Donc je me fais pas trop de soucis les concernant. Mais je suis content de voir que les Sixers soient capables d'en faire une série et que potentiellement ça peut devenir très très cool si jamais Joel Embiid revient. Ça peut rebattre un peu les cartes et moi ça me plaît bien. Ouais, je suis d'accord. Et d'ailleurs, là, il est même sur l'injury report de ce match 3, là, dans la nuit prochaine, il est plus annoncé comme forfait. Je crois qu'il est Non, incertain, là. c'est ça exactement. Ouais. Donc, effectivement, il y a une vraie chance pour qu'on le voit revenir rapidement. Exactement. Et franchement, ça ne rendra cette série que plus intéressante. Ah, c'est clair. Voilà. Et j'espère d'ailleurs aussi que Kevin Durant pourra jouer le Game 3 là. Il est incertain. Ouais, je suis moins d'accord avec toi là-dessus, tu vois. Et j'aimerais quand même voir ces Rockets réagir, quoi. Parce qu'on rigole, mais j'aime pas voir des équipes se faire humilier comme ça. Et franchement, quand je regarde les Rockets, quand je regarde Şengün et tout, je peux pas m'empêcher, Charlie, de me dire, cette équipe était 2e de la conférence Ouest l'an dernier. On en parlait comme l'avenir de ces 5 prochaines années avec OKC, en se disant, ah, mais rendez-vous compte, les Rockets, c'est incroyable ce qu'ils font. Et putain, qu'on en soit là aujourd'hui, ça me fascine. À Şengün, je ne comprends pas comment ce gars-là ait pu sortir d'une compétition internationale où il a été absolument époustouflant. C'est un All-Star. Et aujourd'hui, quand tu écoutes les réseaux, comment on parle de ce gars-là, tu as l'impression que c'est... Ah, mais déjà, faut pas écouter les réseaux, ça c'est la première chose. Non, Mais d'accord, mais bon, c'est dur de pas leur donner, de leur donner tort, quoi. sauf que il y a quand Le même. match 2, il termine avec une ligne de stats qui est correcte, mais le match, en réalité, il est catastrophique. Il y a qu'à la Oui, fin où il mais met des paniers, mais oui, mais il y a le sinon, contexte quand même. Cet c'est naze, effectif, il est quoi. construit en dépit du bon sens. Enfin, Ouais. bon, tu vois, Ime Udoka est très loin d'être le Chaud. plus grand coach offensif, ça on le sait, c'est factuel. Et en plus, cet effectif, il est construit en dépit du bon sens. Et c'est aussi un peu la seule, tu vois. Ok, Je l'année vois. dernière, on se disait, ah ouais, mais cette équipe, elle a un potentiel incroyable. N'empêche que ce qu'on dit chaque année aussi, c'est que quand tu te plantes dans la construction et que quand tu te plantes dans les choix, bah, il n'y a pas de hasard, en fait. Ouais, complètement, ouais. C'est assez fou. Charlie, on se retrouve le 2 mai. J'ai oublié de le préciser, tiens, au début de podcast. Pour ceux qui sont allés jusqu'au bout, de toute façon, on l'avait rappelé l'autre fois. C'est samedi 2 mai qu'on fera le prochain épisode pour cause de vacances intempestives. Voilà, donc il y a quelques jours à souffler. Donc ça va nous mener à la fin du premier tour, logiquement. On va peut-être rater des éliminations, mais on rattrapera tout ça le samedi 2 mai. Donc. C'est ça, on se moquera des équipes éliminées. Exactement. Voilà, là. Tout de suite, le mec, il termine en beauté, quoi. J'adore. Chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés. Je vous souhaite de passer un excellent week-end, une très bonne semaine prochaine. Et donc, au week-end prochain, samedi dans la journée, vous nous retrouverez. Et après, on reprendra le rythme normal. À ciao. Bye bye.